On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui au parcours du pilote de montgolfière joannais Martin Unsworth, le fils de Denis, qui a son brevet depuis 2005. Il a 1400 heures à son actif, ce qui est beaucoup. Il est devenu rapidement dans l'industrie un pilote commercial. Il n'a pas de ballon, il pilote les ballons des autres. Il a travaillé pour 3 compagnies dans son parcours, une compagnie ontarienne québécoise, et depuis quelques années maintenant, il est au Kenya avec des randonnées en montgolfière au-dessus, dans le fond, des animaux. Bref, c'est évidemment un peu particulier. Et il a tenté sa chance avant les fêtes pour traverser la Manche entre la France et la Grande-Bretagne. Le projet a malheureusement avorté en raison d'une météo qui était défavorable. Ça va sûrement revenir au menu, donc c'est quand même un parcours assez particulier. Je l'ai surnommé le pilote de montgolfière Globetrotter. Avant les fêtes, il a passé tout près de traverser la Manche à montgolfière. Ce n'est que partie remise, mais en même temps, c'est un pilote aussi qui sort un peu de l'ordinaire de par son parcours. Ses origines familiales également. Il est un peu globe-trotter depuis quelque temps. C'est Martin Unsworth. Bonsoir et bienvenue. Salut, Eric. Passion de la montgolfière, évidemment, ça vient du père, Denis. Oui. Ben oui. Toi, tu as eu ton brevet de pilote en quoi, 2005-2006? Oui, 2005. Oui, ça fait environ... Oui, ça fait 10 ans. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais partie de ces pilotes qui se promènent, font des projets particuliers, alors que d'autres, on les voit dans 3-4 festivals durant l'année, puis ils font ça les fins de semaine pour se désennuyer, comme un loisir ou comme une autre personne qui fait de la chasse ou de la pêche. Pourquoi, dans ton cas, à toi, le pilotage de montgolfière a pris, disons, une direction un peu différente des autres? Je crois d'abord d'avoir grandi dans le monde de la montgolfière, ça fait un peu partie de ma vie, donc d'être deuxième génération de pilote, on pourrait dire, parce que je m'en ai tiré en anglais, a fait que... Comment je pourrais dire ça? J'ai pu pousser un peu plus loin le fait de métier de pilote de montgolfière. Quand on commence, première génération, on doit tout débuter à partir de zéro. Puis quand on a grandi dans ce domaine-là avec un père pilote, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin sur les limites. Et puis, mon père est quand même un très bon pilote. Dans le fond, il est 3 fois champion canadien. Puis, beaucoup de personnes le connaissent par son nom. Donc, j'avais aussi la réputation de mon père qui m'a précédé. C'est ce qui a fait que j'ai pu avoir mon premier travail commercial, en fait, pilote de montgolfière à temps plein, dû à sa réputation. Et puis après ça s'est enchaîné. Mais en même temps, ton père aussi n'était pas... en fait, il est toujours en vie, mais je veux dire, il n'était pas un pilote non plus, un pilote tranquille. Donc, c'est le genre de pilote, ton père, qui a toujours fait des compétitions, fait beaucoup de voyages, s'est beaucoup promené. Donc, ton père aussi a également eu un profil de pilote qui était un peu différent des autres. Oui, parce que, comme je disais, il était 3 fois champion canadien, donc je l'ai suivi dans ces compétitions-là. Et puis, mon père a toujours poussé. J'ai juste continué de pousser, puis on y a représenté le Canada en France en 2002 à Châtellerault. Et puis, de fil en aiguille comme ça, moi, je suis devenu pilote aussi. Et puis, c'est ça, quand tu es passionné... Mais... Quand on commence comme pilote, puis ça fait donc au milieu des années 2000, que ton père, évidemment, est établi de longue date, réputation, etc., est-ce que c'est difficile de faire sa place? Est-ce qu'il y a une forme de... Je dirais pas de complexe ou de compétition, mais de dire, moi, j'aimerais ça être aussi hot que lui, là. Je sais pas, toi, comment c'était quoi ton feeling là-dedans? Là? Bien, j'avais pas vraiment ça en tête quand j'ai commencé. C'était juste de faire du ballon, puis surtout d'être payé. C'était le fun, dans le fond, d'en faire son travail. Tu n'as pas l'impression de travailler, dans le fond, quand tu te lèves tous les matins avec le lever du soleil, et puis... mon job dans la vie, c'est d'être pilote de montgolfière. Oui, c'est ça. C'est ce que... oui. Puis tu as toujours des passagers... Les passagers qui viennent faire un vol sont toujours de bonne humeur, sont toujours contents d'être là. Tu n'as pas personne qui se plaint. Tu as juste du positif, finalement, autour de la montgolfière. Tu as la bonne météo. Évidemment, quand il faut être disponible tout le temps, puis que tu cancelles quand il mouille, c'est un peu dommage. Mais la question, déjà, dans le fond, je pense que j'ai dérouté... Bien, en fait, la question est de savoir, quand tu as commencé comme pilote de montgolfière, est-ce que tu avais... cette petite lumière en toi qui voulait un peu... Ah ouais, pour dépasser mon père. Oui, c'est ça. J'avais pas l'intention égaler ou dépasser le maître, là, je sais pas. J'avais pas vraiment l'intention de le dépasser. Je crois qu'on a pris 2 directions différentes. Mon père était sportif, puis compétition.
Et puis moi, je suis allé commercial parce que j'ai vu mon père dépenser son argent. Tout ça coûte cher. Dans le fond, c'est un loisir qui coûte très cher. Et puis moi, j'avais l'occasion de faire ce métier-là, qui était en même temps un loisir. Et puis sans avoir ma propre montgolfière, sans avoir à dépenser tous ces dollars-là qui coûtent très cher. Est-ce que c'est le meilleur des deux mondes? C'est-à-dire que de ne pas avoir à supporter l'infrastructure, parce que donc, techniquement, tu n'es pas propriétaire d'un ballon, donc tu pilotes les ballons des autres. Est-ce que ça, c'est le meilleur des deux mondes? Oui, parce que je pense qu'avec les heures que j'ai aujourd'hui, j'aurais peut-être passé au travers de 2 montgolfières, donc j'ai économisé 2 montgolfières. Là, tu es rendu à 1400 heures? Oui, environ. Est-ce que c'est beaucoup pour le nombre d'années? Oui, on pourrait dire oui. Je crois qu'au Québec, on en fait beaucoup moins dû à la saison très courte. Et puis, la plupart des pilotes dans leur carrière de pilote vont peut-être se rendre à 1000 ou 1400. Ça serait beaucoup, en environ 30 ans. Et là, tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 39. J'ai fait ça en 10 ans, donc c'est ça que j'ai poussé un peu la machine. Là. Donc, 39 ans, et en 10 ans, tu as fait 1400 heures de vol en montgolfière. Ouais. Dans tes premières années, c'était du loisir, mais à quel moment c'est devenu commercial? Au début. Début? Ouais, j'ai eu le temps de finir ma licence. Je crois que j'ai volé une saison, et puis une compagnie qui m'a tout de suite appelé. La compagnie m'appelle, et puis je lui dis... le propriétaire s'appelait Barry. J'ai dit, excuse-moi, Barry, tu prends aucun pilote en bas de 200 heures. Pourquoi moi? C'était le gars Denis. Bon, OK. OK, ça a commencé comme ça. Ça a commencé Et dans la jeune vingtaine, tu travaillais dans quel domaine? La finition de meubles, DJ, animateur, plein de choses. OK, donc tu étais là-dedans. Oui. Jusqu'à temps de devenir, début trentaine, pilote de montgolfière commerciale. J'ai n'ai pas été très pressé, on pourrait dire, de devenir pilote. Quand tu grandis là-dedans, ça fait partie de ta vie. Donc, d'être équipier ou d'être pilote, pour moi, c'était pareil. Je faisais partie déjà de ce monde-là, donc je n'avais pas besoin de pousser pour être pilote. Puis je suis devenu pilote ensuite. Être pilote commercial, donc, c'est de travailler pour des compagnies qui, la majorité du temps, est-ce que ces compagnies-là sont physiquement au Québec, au Canada ou à l'extérieur? C'est compliqué de gagner sa vie en tant que pilote au Québec. Il y a des compagnies qui font du passager ici assez pour en vivre, mais... c'est limite, là. C'est limite. Ça a l'air acceptable, on pourrait dire. Dès qu'on sort du pays, dans le fond de la province, après ça qu'on sort du pays, bien là, ça devient plus intéressant. Et là, la compagnie pour laquelle tu travailles en ce moment se trouve à être? Au Kenya. Qui est basée à quel endroit? Dans le fond, la compagnie est dans la réserve Masai Mara, basée au Kenya, qui est en Afrique. C'est un riche Indien, dans le fond, qui a acheté une compagnie de ballons au Kenya. Et puis, depuis 25 ans, je crois, que la compagnie... Et quelles sont les autres compagnies pour lesquelles tu as travaillé avant? Les autres compagnies étaient à Québec, Montgolfière Aventure à Québec, on connaît très bien aussi dans la région. Et puis l'autre compagnie avant, c'était Sundance Ballon en Ontario. C'est eux qui m'ont ouvert la porte un peu. La compagnie ontarienne, suivie du Québec, et puis là, la compagnie qui est au Kenya. Ouais. Donc, cette compagnie-là pour laquelle tu travailles, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait deuxième saison, plus ou moins. Deuxième saison. Ouais. Évidemment, quand on est pilote commercial et qu'on travaille pour une compagnie qui est basée au Kenya, ça implique, je présume, beaucoup de déplacements, de voyages, être loin de la maison, être dans les valises, hôtels ou je ne sais trop. Comment tu vis avec ça? Avec les déplacements et tout ce qui vient avec? Là? C'est sûr que loin de la maison, j'en avais un peu... J'espérais revenir un peu plus près de chez moi, mais quand tu fais un voyage au Kenya, je crois que ça balance un peu... On va dire, c'est un coup qu'on est dans les airs, on l'oublie un peu, on oublie les valises. Oui, puis c'est sûr que ça faut prendre l'avion, c'est 24 heures de voyagement, mais ça a impliqué beaucoup de choses avant aussi, parce que ça prend des licences. On pourrait dire, arriver au standard que la compagnie voudrait de nous. Ouais. Et puis, j'ai dû transférer ma licence privée canadienne à privée américaine. Ensuite, privée américaine, upgradée à commerciale américaine. Ensuite, j'avais ma licence commerciale, j'ai pu refaire tout le trajet, mais au Kenya. Transférer ma licence américaine à la licence du Kenya. Ouais. Qu'est-ce que c'est de voler en montgolfière au Kenya? Et dans le fond, les tours que vous offrez aux touristes là-bas, ça consiste en quoi? On vole au-dessus de la réserve de Masai Mara. Et puis, c'est simplement un safari en montgolfière au-dessus des animaux. C'est comme voler au-dessus de Jurassic Park, on pourrait dire, ou bien du Roi Lion.
c'est ça, on fait un safari, puis on... Et l'envolée dure combien de temps au Kenya, comme ça, là, quand on est au parc? Environ 1 heure. On se lève encore au lever du soleil, comme ici. Et puis, 1 heure après, on a pas mal atteint la limite, parce qu'on a comme une zone où on peut voler. Après ça, ça devient compliqué, parce qu'il y a des rivières, mais il n'y a pas des ponts à chaque endroit, comme ici, à chaque kilomètre. On pourrait dire 10 kilomètres. Pour aller récupérer la montgolfière. Oui, c'est 1 heure de route, aller traverser le pont et puis revenir de l'autre côté. Donc, on s'en tient à notre zone avant la rivière, Masai Mara. Bon, et les conditions météorologiques ressemblent à quoi? Est-ce que c'est relativement stable, paisible? Est-ce que c'est très venteux? Est-ce que c'est très chaud parfois? C'est très venteux à comparer à ici. Par contre, l'espace pour atterrir est immense. Il n'y a aucun fil électrique, aucun bâtiment, presque pas d'arbres. Donc, c'est très sécuritaire d'aller voler dans un peu plus de vent. La météo est très belle. Sur environ 180 vols que j'ai fait là-bas, j'en ai cancellé simplement un. Sérieux? Oui. Wow! On pourrait dire que c'est 100 des vols qui sont faits là-bas. Et c'est dû à quoi? C'est un climat qui est... Bien, on est à l'équateur. C'est une zone... La météo est très stable là-bas. Je ne voudrais pas m'avancer sur des hypothèses, mais... Mais bref, c'est des conditions très favorables pour faire de la montgolfière. Oui, je peux dire que on ne peut pas demander mieux que ça. Et c'est quoi le feeling de voler au-dessus de la jungle? Premièrement, tu voles à quelle hauteur? C'est quoi ton altitude? On est présentement, là-bas, quand on décolle, à 5200 pieds. Donc déjà, ça me laisse moins d'espace dans l'atmosphère pour voler, parce que le maximum est 13 000 pieds du niveau de la mer. Ouais. Donc, j'ai environ 7 000 pieds que je peux aller, mais ça ne donne rien d'aller aussi haut que ça. Donc, je m'en tiens en bas de 1000 pieds. En bas de 1000 pieds pour voir? Oui, pour voir les animaux. Les animaux. Puis, quand il y a des animaux, on redescend encore plus bas. On peut se tenir à quelques mètres du sol. Comment les animaux réagissent-ils aux brûleurs de la montgolfière? Parfois, ici, en campagne, on voit parfois les animaux, notamment les chiens, entre autres, là, qui parfois sont atteints par le bruit du brûleur. Là-bas, c'est quoi? Les lions, ils font quoi? C'est la même chose pour eux. Par contre, ils sont comme un peu plus habitués parce que chaque matin, toutes les compagnies ensemble, il y a environ 27 montgolfières. C'est le maximum que j'ai vu voler un matin. 27 montgolfières en même temps au-dessus des Masai Mara. Donc, les animaux nous voient arriver. Ils savent que la montgolfière ne les dérangera pas, vont simplement passer. Évidemment qu'on est très près, ça les énerve un peu, mais pas plus que ça. Puis s'ils courent, bien, il n'y a pas de clôture, donc ils sont habitués de courir. Est-ce qu'il y a eu des anecdotes à l'atterrissage? Je ne sais pas. Oh mon Dieu, une anecdote à l'atterrissage. Atterrissage ou durant le vol, je ne sais pas, c'est quand même assez particulier. Là. Je dis, c'est pas tout le monde qui vole au-dessus de la jungle. Par rapport aux animaux, évidemment, quand je vais atterrir, je m'arrange pour être le plus loin possible. J'ai atterri dans un troupeau de gnous, mais les gnous se sont poussés, il n'y avait pas de problème. Il n'y a rien arrivé de malheureux là-bas. Il n'y a pas arrivé rien d'anecdote ou de drôle. Dans le fond, c'est pourquoi ils nous engagent. Dans le fond, ils veulent des pilotes professionnels. Donc, on gère notre vol pour être sûr qu'il n'arrive rien. Donc, à l'atterrissage, comme je vous disais, c'est plus sécuritaire que voler même ici, là-bas. Sur 1400 heures de vol, en tant que pilote commercial, est-ce qu'il est arrivé à certains moments où, je ne dirais pas tu as craint pour ta sécurité, mais disons, il y a peut-être eu des pépins en vol qui n'étaient peut-être pas amusants, là? Est-ce que c'est arrivé sur 1400 heures de vol? Très rarement, mais oui, c'est arrivé comme tout le monde. Quand j'ai un pilote qui parle beaucoup, et puis quand j'arrête de parler, il faut commencer à se poser des questions. J'ai atterri en forêt. C'était un vol qui était au lac Mégantic, et puis j'avais des bonnes directions de vol avant le décollage, et puis une fois en vol, les directions sont parties. J'avais simplement une direction, et puis je m'en allais dans le bois. Puis j'ai continué mon vol, j'essayais de tenter de trouver des options. Et puis quand je me suis dit, là, il faut que j'atterrisse pour qu'on me retrouve cette nuit, je me suis trouvé une place pour atterrir. Il y avait un trou? Il y avait un chemin de bûcheron qui passe là. J'ai atterri dans le chemin de bûcheron. J'ai endommagé le ballon un peu, on l'a réparé. C'est un petit peu de fabrique. Le lendemain, il était réparé. Et puis, les passagers ont trippé, ont trouvé ça le fun, ont trouvé que c'est une belle aventure. Moi, ça a pris combien de temps avant qu'ils vous retrouvent? Le véhicule est arrivé à côté de moi en moins de 10 minutes, dû au chemin. Mais moi, j'ai ri un peu jaune en dedans, disons. Je m'en rappelle. C'était ça moins drôle un peu, là. Moi, je me fais encore taquiner pour celle-là. Mais sinon, pas de bad luck, pas rien de particulier. Non, ça pardonne beaucoup. Et puis,
je ne pourrais pas parler pour tous les pilotes, mais au Québec, on est des très bons pilotes. Je crois qu'on a appris des meilleurs au départ, et puis ils nous ont bien montré. Et puis pour ma part, moi, quand je vole, je me donne toujours plusieurs options, A, B, C ou D. Je vise entre B et C. Donc, si le vent change vers la gauche, j'ai A et B. S'il change vers la droite, j'ai C et D. Je me donne toujours plusieurs options. J'écoule jamais mes options, donc j'ai toujours une option pour atterrir. Et puis... Parfois, on a tendance à penser que parce que ce sont des vols commerciaux, que le pilote, justement, fait du commercial, est peut-être un peu plus cocky, hein, puis bon... Mais au final, on est en aérostie, on est dans les airs. Hein. Il y a un aspect sécuritaire. Est-ce qu'il existe réellement, oui ou non, une pression à voler parfois, de dire, bien là, j'ai des invités, puis tel événement, puis ils ne reviendront pas, puis là, ma bannière commerciale, je ne sais pas, est-ce que vous sentez parfois une pression à voler dans des conditions qui ne sont peut-être pas toujours optimales? C'est sûr que j'ai souvent eu de la pression pour voler. J'ai une limite de l'acceptable quand même, quand c'est rendu un peu trop. Je crois qu'il n'y a aucun pilote, comme je dis encore une fois, je parle pour moi, il n'y a aucun pilote qui va aller voler si vraiment il ne se sent pas à l'aise. S'il ne se sent pas à l'aise, il ne va pas. Il va vraiment pas. Donc, ça reste fondamentalement la décision du pilote, ouais, nonobstant la pression qu'on peut avoir de la part des touristes qui veulent embarquer avec nous, pour qui c'est peut-être la seule occasion, puis que là, ils vont passer un tour parce que toi, tu décides qu'il n'y aura pas de vol. Oui, ça m'est arrivé de canceller des vols, que les personnes, c'était le seul essai, on pourrait dire. Ils venaient d'un autre pays, c'était des touristes. Et puis, on dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Puis j'ai dit, je m'excuse, mais il n'y aura pas de vol aujourd'hui. Vous vous reprendrez d'un autre pays. L'expérience au Kenya, est-ce qu'elle va se continuer encore une fois? Est-ce que tu vas y retourner? Je n'ai pas encore pris de décision si j'y retournais cette année, on pourrait dire, mais c'est sûr, inévitablement, je vais y retourner. J'ai déjà ma licence, donc le plus difficile est fait. Si je veux y retourner, je crois que j'ai déjà une très bonne réputation là-bas. Je vais pouvoir y retourner. Je crois que j'ai ma place à vie jusqu'à temps que j'ai plus ma licence. Quels sont les autres endroits, mis à part le Kenya, des endroits, disons, majestueux, inédits, sur lesquels tu as déjà volé dans le passé? Est-ce qu'il y a pour toi un panorama, un lieu vraiment où tu dis « Wow, ça, c'est incroyable voler ici ». Mis à part le Kenya? Oui. Je peux dire qu'au Québec, on a vraiment une belle région. J'ai vraiment adoré voler à Québec pour les conditions météorologiques. Il y avait beaucoup, le matin, de petits brouillards dans les rivières. Beaucoup de rivières qui gardent le brouillard assez longtemps pour qu'on puisse voler au-dessus. Puis, dès que tu arrives en altitude, puis tu peux voir ce spectacle-là, c'est vraiment génial. Comment s'est présenté le projet de voler au-dessus de la Manche? Parce que ça, certains l'ont peut-être vu avant les fêtes, notamment dans le Canada français. On suivait ça là, de jour en jour. Est-ce qu'il va voler? Est-ce qu'il ne volera pas? Parle-nous un peu de ce projet-là. Comment ça s'est présenté à toi? C'est un projet comme le Kenya, en fond, que j'espérais faire un jour. Ça fait quelques années que je pensais à ça. Et puis le projet s'est présenté à moi comme ça, sans que je fasse rien. Gérard Baillon, qui est l'organisateur de la traversée, m'a contacté et m'a demandé si ça me disait d'aller traverser la Manche avec eux. J'ai tout de suite accepté. C'est sûr que ça apportait des complications parce qu'on ne l'a toujours pas fait. Il faut être en stand-by. Bon, c'est ça, là, vous étiez là, dans le fond, l'automne dernier. Et là, dans le fond, tu as été là pendant quoi, 4-5 semaines à peu près? C'est plus que ça, non? J'étais là un court laps de temps. Dans le fond, j'ai quitté le Kenya une semaine plus tôt pour être en France, juste au cas où la météo aurait été bonne avant que moi, j'avais fini mon contrat. Donc, j'ai quitté une semaine plus tôt. Je suis arrivé là. Et puis, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Il m'a fait visiter un peu la région. Il m'a expliqué pourquoi il voulait absolument un Canadien. C'est que le Canada a joué un rôle très important dans la Première Guerre mondiale. Donc, il m'a fait visiter les monuments. Et puis, on a fait le tour un peu de la ville d'Arras, où c'est une ville en France. Et puis, au nord de la France, il y a autant de drapeaux canadiens que de drapeaux français sur les mâts. Et puis, c'est important de Gérard qu'un Canadien traverse avec eux. C'est pour ça qu'il m'a... Parce que l'objet de cet envolé-là, qui va éventuellement se faire, je présume, ça va finir par se concrétiser un jour, c'est quoi? C'est une forme de reconnaissance à l'égard des guerres mondiales? Parce que les Anglais ont déjà fait un projet semblable de traverser la Manche à ballon? Les Anglais ont déjà traversé la Manche, mais pas pour une commémoration, juste simplement pour le plaisir de le faire. Gérard avait déjà traversé la Manche avec ce groupe-là, et puis il voulait en faire aussi partager un autre groupe. Et puis en même temps, la commémoration de la Première Guerre mondiale arrivait cette année. Gérard, c'est un projet qui tient à cœur, la commémoration, donc
il a décidé de joindre les deux et puis de faire passer 140 montgolfières au-dessus de la Manche. Son but, c'est 100 ballons, mais ça s'est avéré que c'était plus populaire qu'il pensait, donc on a eu 140 ballons inscrits. Ça prend quel type de météo pour traverser la Manche? Parce que pour les gens qui l'ont déjà fait en TGV, le bout où on est dans le tunnel, c'est à peu près 30 minutes, là, donc c'est quand même vite passé. Mais en ballon, ça prend quel type de conditions pour traverser la Manche? Là, quand on décolle de la France, donc, et là, on s'en va en Grande-Bretagne, donc ça prend, je présume, des vents d'une direction quand même assez précise. Là. Évidemment, on va traverser la Manche tout près du tunnel, qui est l'endroit le plus étroit de la Manche. Dans le Pas-de-Calais, là, dans cette région-là. Oui, c'est ça, de Dover à Pas-de-Calais. C'est l'endroit le plus étroit. Et puis, ça prend des vents pour être capable au moins de traverser en 1 heure. Évidemment, on va traverser... La traversée ne se fait pas nécessairement en 1 heure, mais on espère la faire en moins de 2 heures. On va avoir 3 heures de propane. Il y a déjà des groupes qui l'ont fait, et puis des ballons qui l'ont fait aussi en solo. Ils ont pris 5 heures à la traversée. 5 heures? 5 heures. Il y avait des mauvaises conditions, ils ont quand même traversé. On est tout simplement équipé avec plus de carburant pour le faire. Mais pour cette traversée-là, Gérard espère qu'on ait les conditions pour le traverser en 2 heures. Donc là, ça te prend des vents de quoi, 30, 40 nœuds en altitude? Avec avec un vent de 15 nœuds, on pourrait la traverser sans problème, en autant que le vent soit constant. Mais évidemment, en altitude, on a toujours des vents un peu plus rapides qui vont aller jusqu'à 25-30 nœuds. Jusqu'à du 25-30 nœuds? Oui. À quelle altitude? Bien, c'est toujours... ça dépend des vents. Ça dépend des vents, mais la traversée, le plus intéressant, c'est de le faire en bas de 1000 pieds, au niveau un peu où on peut voir les bateaux traverser. Et donc là, l'idée donc est de faire traverser une centaine de montgolfières de la France vers la Grande-Bretagne au-dessus de la Manche. Le projet a avorté avant les fêtes parce que les conditions n'étaient pas au rendez-vous. Puis là, je présume que tout le monde avait des agendas à respecter. Là. Oui, évidemment. On ne peut pas rester là stand-by pendant des lunes. D'abord, je suis allé pendant 2 semaines et j'ai décidé de revenir parce que j'ai bien vu que la traversée ne se faisait pas là. Il y a aussi des Brésiliens qui sont sur place. Les Brésiliens ont décidé de rester là jusqu'à temps que la traversée ait lieu. Au début décembre, il y avait la météo qui n'était pas de notre bord, mais il y avait aussi des contraintes sur le propane. Parce qu'on doit traverser les traversiers avec les montgolfières vides. Et puis une fois là au côté, on doit remplir le propane. C'est pas un problème de remplir le montgolfière, mais quand on a 140 à remplir, c'est de trouver les carburants nécessaires pour remplir les 140 montgolfières. C'est ce qui nous a causé problème au mois de décembre. Et puis le problème a été réglé, donc on attend simplement la météo présentement pour... Et la météo favorable, c'est quoi, principalement au mois de décembre, peut-être au printemps, au mois d'avril? Selon l'expérience de Gérard, la meilleure météo est au mois de décembre. À chaque fois qu'il a fait une traversée, c'est arrivé au mois de décembre. Il y a aussi une ouverture qui arrive un peu au printemps, au mois d'avril. Donc, on se croise les doigts qu'au mois d'avril, ça va être bon pour nous puis qu'on va pouvoir traverser. Et à ce moment-là, donc, si tu réussis, est-ce que tu vas devenir le premier Canadien ou Québécois à traverser la Manche en montgolfière? Oui, je deviendrai le premier Québécois Canadien à traverser la Manche. Il va sûrement en avoir d'autres parce que je crois qu'il y a plusieurs pilotes qui m'en ont parlé qui aimeraient bien traverser. Donc, je vais le faire une fois et puis je les aiderai à réaliser le projet pour une autre fois. Dernière question. Mis à part le projet de la Manche ou le Kenya, où tu vas probablement retourner, est-ce que tu as en tête d'autres projets, d'autres défis? Comment tu te vois là, dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années? C'est sûr que j'aimerais bien en Australie. Ça serait un peu le summum de la carrière de pilote, de voler au-dessus de Melbourne. J'ai déjà des contacts là-bas. Je ne sais pas si ont entendu mon message à quelques reprises. Je vous en ai parlé un peu, tenter le terrain pour pouvoir aller voler à Melbourne. Je crois que je pourrais avoir un sérieux coup de main de leur part pour réaliser ce projet-là. Mais oui, l'Australie, ça serait bien. Puis là, est-ce que ça fait du bien de revenir sur le plancher des vaches? À moins 40. À moins 40 en janvier au Québec? Oui, ça fait du bien, oui. Ça replace les idées, c'est ça? Ça replace les idées, voir nos amis, notre monde un peu. Puis peut-être faire une couple de vols d'hiver cet hiver-là. OK, c'est bon, ça. Bien, Martin Ainsworth, merci beaucoup. Félicitations, puis bonne chance pour la suite des choses. Bien, merci beaucoup, Éric. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien.
divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta version 3.0, de retour l'hiver 2015. Arrêt tabagique, on est au retour des fêtes, c'est parfois l'heure des résolutions. Il y a des rencontres gratuites qui sont offertes ici dans la région, au CLSC Vallée-des-Forts et Richelieu. Vous avez les contacts affichés à l'écran, Linda Charret, vous avez le numéro de téléphone, de même que Martine Leroux, qui, elle, est du côté de Richelieu. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire. L'émission se retrouve également sur notre site Internet en format YouTube. Télébingo, 3 500 $ en prix tous les dimanches matins, 9h30, en direct au câble 9. 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste, tvhr9.com ou 358-1912. Pour nous joindre, voici les coordonnées de la télévision du Richelieu. Pour me joindre directement, par courriel, Éric Latour à commercial tvhr9.com. On vous invite à visiter notre site pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. D'ailleurs, on met les liens presque à chaque jour sur notre page Facebook, facebook.com/tvhr9. Vous cliquez « J'aime ». Vous pouvez également nous suivre sur notre compte Twitter. Et puis, l'émission que vous regardez en ce moment est diffusée tous les jours de la semaine, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit et on rappelle le dimanche entre 16 et 18h30. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.